Bataille pour le contrôle de la ville d'Alep en Syrie. Les forces d'Assad ont lancé une vaste offensive. Les combats ont fait au moins 150 morts ces dernières heures, mais un cessez-le-feu pourrait s'installer. En Ukraine, l'armée fidèle à Kiev s'est retirée de la ville de Debaltsev dans l'Est après avoir été encerclée par les rebelles pro-russes. L'Europe demande ce soir à ces rebelles de respecter l'accord conclu à Minsk. Et puis une découverte exceptionnelle dans le nord d'Israël, un trésor de milliers de pièces d'or datant d'1 millier d'années repêchées au fond de la mer. C'est peut-être le plus important jamais retrouvé. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. On avait presque oublié que l'armée d'Assad avait encore une puissance de feu dans ce conflit en Syrie où elle est souvent à l'ombre des exploits entre guillemets menés par les groupes djihadistes. En tout cas, l'armée d'Assad a mené une vaste offensive pour reprendre le contrôle de la ville d'Alep ces dernières heures. Offensive qui s'est soldée par la mort de dizaines de combattants de part et d'autre. D'ailleurs, on va examiner justement de près la situation aujourd'hui de la Syrie, donc à la veille et en marge de cette offensive menée par les forces d'Assad, et puis également ce qui se passe toujours en Irak où les forces kurdes ont repoussé un nouvel assaut de l'État islamique aujourd'hui, les nouvelles frappes de la coalition qui ont visé l'EI, et puis également la Libye qui est ce soir au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, toujours à cause de la menace djihadiste. Bonsoir à vous Jacques Neria, oui, bonsoir. Spécialiste et expert donc pour la sécurité au Moyen-Orient. Bonsoir à vous Ali Waked, expert aussi pour le monde arabe et musulman sur i24 News. On va donc évoquer cette situation une nouvelle fois qui commence désormais à se disséminer en plusieurs endroits. Ce n'est plus seulement la Syrie ce soir, mais on est aussi en Irak, on est aussi en Libye. The government of Syria has indicated to me its willingness to halt all aerial bombing. I have no illusions because, based on past experiences, this will be a difficult issue to be achieved. Meanwhile, we will also pursue the political process which Cairo, Moscow have generated and actually build on it with a UN initiative. Le président Barack Obama signe aujourd'hui une tribune dans le quotidien américain Los Angeles Times consacrée aux moyens de lutter contre la violence extrémiste. Au moment où justement à Washington se tient un sommet sur ce thème, violence extrémiste liée donc à ces groupes djihadistes qui sévissent en Syrie, en Irak et donc aujourd'hui en Libye. La situation en Syrie en est donc l'illustration première. On va en parler évidemment. Ali Waked, ce qui se passe aujourd'hui à Alep. Parce que c'est vrai, on avait oublié que l'armée syrienne, l'armée d'Assad, avait encore une capacité de pouvoir mener de grandes offensives. C'est le cas aujourd'hui. Surtout quand cette capacité rencontre le soutien du Hezbollah et le soutien de l'Iran. Mais Jean-Charles, deux évolutions très importantes et j'ose dire même dramatiques ont eu lieu ces derniers jours et aussi ces dernières heures. Dans les derniers jours, on a vu l'armée syrienne avec l'aide du Hezbollah réussir à couper le trajet entre le nord et le sud du Golan, couper le nord et le sud du Golan, de la partie syrienne du Golan, ce qui fait que les rebelles ont perdu leur route de munitions entre Damas et le Golan, et entre le nord et le sud du Golan, surtout la prise de la ville de Sheikh Maskin, de la ville n'est pas stratégique la ville, mais pour cette bataille, elle est très stratégique, Sheikh Maskin. De l'autre côté, ce qu'on a vu à Alep hier,
une libération très symbolique de deux villes chiites qui ont été assiégées par les rebelles depuis 2 ans, la ville de Nubol et la ville d'Azahra, ce qui signifie une victoire très importante, surtout au niveau moral, mais aussi au niveau logistique pour l'armée syrienne et ses alliés iraniens et Hezbollah. Ces villes, à part l'importance morale, coupe les chemins entre Alep et entre la Turquie. Donc, de nouveau, les frontières avec la Turquie, qui était la source principale pour la munition en armes et en militants pour l'État islamique et pour le front d'Al-Nusra, a été coupée, ce qui rend la possibilité d'un cessez-le-feu, d'une nouvelle édition de ce qui se passait à la ville de Homs, quand c'était convenable et confortable pour l'armée syrienne. Assad est prêt à un cessez le feu, surtout quand les rebelles n'ont plus où aller, ils sont coupés de tout leur chemin de munitions. Et ce qui reflète aussi la crise dans laquelle se trouvent les rebelles, c'est que exactement ce qui s'est passé à Homs, la Turquie et les États-Unis appellent ce soir le porte-parole de Jane Saki, le porte-parole du State Department, confirme que les États-Unis et la Turquie s'entendent pour entraîner à nouveau ce qu'elle appelle les rebelles modérés et leur fournir des armes. Si on revient à l'an dernier, quand l'armée syrienne a pris la ville de Homs, c'est exactement les mêmes déclarations qui prouvent la crise dans laquelle se trouvent, les rebelles syriens, et deux, leurs alliés, notamment les Turcs. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Là, on est en train de... Écoutez, effectivement, il semblerait que Assad ait repris du poil de la bête. Il a profité de la situation où l'État islamique est sous pression des Kurdes, des milices irakiennes, de la coalition, des frappes aériennes, du fait que l'opinion publique arabe s'est réveillée contre le djihadisme, surtout après l'immolation du pilote jordanien. Donc c'est du point de vue du temps d'action, c'est exactement, je dirais, un temps qui a été bien pensé et qui a été bien calculé. Je ne sais pas encore, je ne pourrais pas vous dire que c'est le début de la fin, donc du côté du djihadisme, mais c'est certainement, il y a ici un bouleversement de la situation qu'il faudra suivre de près. Ça ne change en rien, je dirais, les donnes de base. Nous ne sommes pas à bout de la guerre civile. La guerre civile va durer encore 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'au dernier combattant. Il ne faut pas oublier que la Syrie est un pays qui est disloqué, qui est la population décimée. Il y a plus de 6 millions de Syriens qui sont en dehors de la Syrie. 25% de la population libanaise est aujourd'hui une population syrienne. 40% des enfants dans les rues libanaises, ce sont des enfants syriens. Il y a une débâcle et une calamité horrible, et je dirais une souffrance humaine considérable. Tout cela nous mène à voir ce qui se passe. Alors d'un côté, il y a des succès ou bien des avances sur le terrain. De l'autre côté, on entend aujourd'hui déjà que des centaines de combattants sont en train de passer de la frontière de la Turquie pour venir se joindre aux autres combattants djihadistes pour se battre contre les forces d'Assad. C'est d'un côté. Vous avez cité Obama tout à l'heure. Il faut quand même regarder ce que dit Obama et questionner ce qui se passe avec ce dirigeant américain. D'un côté, une attaque virulente contre le terrorisme. De l'autre côté, l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Reagan, Olivier North, l'accuse de ne pas avoir donné des informations pour les Égyptiens et aux Jordaniens sur des cibles djihadistes en Libye et en Irak. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le président américain a choisi dans son vocabulaire de dire que les 21 Coptes qui ont été exterminés, égorgés par les djihadistes étaient tout simplement des citoyens égyptiens. Alors c'était la même réflexion concernant l'hypercacher à Paris, où c'était par hasard, comme quoi c'était quelqu'un de... Et puis de citer, naturellement, de dire le parallèle que la chrétienté, le christianisme, a commis des horreurs beaucoup plus terribles que l'islam. Et nous parlons quand même de 15 siècles. Donc, je dirais, on n'arrive pas à comprendre ce que le président américain veut formuler. Ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'il y a une hostilité
grandissante entre les Égyptiens, les Jordaniens et les pays du Golfe envers les États-Unis. C'est vrai qu'il y a ces deux manifestations qui ont lieu aujourd'hui à Washington donc pour lutter contre la violence radicale et qu'il y en a une autre également en Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez l'impression que les Américains aujourd'hui ont vraiment les moyens de porter assistance à ces rebelles qui sont en très mauvaise posture à Alep? Si jamais ils décident de porter assistance, ils peuvent réussir sans doute. Mais la question, c'est à nouveau, qui sont ces rebelles? La dernière fois que les Américains ont entraîné deux rebelles en Turquie et en Jordanie, c'était des membres d'Al-Nusra, c'était des membres de l'État islamique, c'était des militants qui ont combattu et les alliés des Américains et les régimes en place. Ce sont exactement ces mêmes entraînés qui ont commis les atrocités avec le pilote jordanien, avec les chrétiens égyptiens en Libye. Et donc, il ne faut pas blanchir l'Occident et les alliés des États-Unis dans ce qui se passe à présent. Ce sont ces camps d'entraînement qui ont eu lieu en Turquie et en Jordanie et ailleurs qui ont enrichi l'expérience des rebelles. Et si Jen Psaki, sa déclaration ce soir n'a pas pour but de calmer les rebelles, de calmer le camp anti-Assad, si les Américains ont vraiment une intention de réarmer à nouveau les rebelles, c'est à nouveau eux qui auront une portion dans la responsabilité des atrocités qui vont être commises par ces rebelles en Europe, ailleurs et sans doute au Moyen-Orient. Alors, je voudrais qu'on revienne juste en image sur ce qui s'est passé à Alep, justement, au cours de ces dernières heures, avec ce sujet préparé par Julia Guénancia. Dans certains quartiers, tout est quasiment détruit. La situation humanitaire d'Alep est catastrophique. L'électricité, le gaz et le chauffage manquent cruellement, surtout en cette saison. L'émissaire de l'ONU s'est rendu récemment en Syrie où il a rencontré le président Bachar al-Assad pour arracher un cessez-le-feu localisé. Mais l'application de ce plan sera difficile. Depuis le début de la crise syrienne, il y a près de 4 ans, tous les précédents cessez-le-feu ont échoué. Je n'ai pas d'illusions car en se basant sur les expériences passées, ce sera un problème difficile à résoudre. Mais nous allons aussi encourager l'opposition à répondre à une requête similaire de l'ONU, à mettre un terme aux tirs de mortiers et de roquettes sur la ville d'Alep pour 6 semaines. En attendant, nous allons également poursuivre le processus politique que Le Caire et Moscou ont initié et construire sur cette base une initiative de l'ONU. Objectif, épargner le plus de civils possible en attendant un règlement politique au moment où les forces gouvernementales ont intensifié leur raid sur la deuxième ville de Syrie. L'émissaire de l'ONU avait proposé le 30 octobre d'instaurer des zones de cessez-le-feu pour permettre la distribution de l'aide humanitaire dans Alep, une ville divisée depuis juillet 2012 entre secteur loyaliste à l'ouest et secteur rebelle à l'est. La population craint par ailleurs l'incursion dans la ville des djihadistes de l'État islamique déjà présents dans la région. Voilà, on voyait sur ces images qu'effectivement la ville d'Alep aujourd'hui, qui est une grande ville importante en Syrie, est quasiment détruite. Oui, presque. Ouais. Ce qu'il y a de déplorable, c'est la vieille ville d'Alep, qui était une beauté, qui faisait partie du patrimoine culturel mondial, qui a été complètement détruite par les bombardements de l'armée syrienne. Alep, 18 000 km², la capitale économique de la Syrie, avec 22% de la population syrienne, presque 5 millions de personnes qui habitaient Alep à la veille de la guerre civile. Mais Jean-Charles, ce qu'on voit ces derniers jours en Syrie, c'est exactement le même scénario qu'on a vu l'an dernier à Homs, quand la ville a définitivement tombé dans les mains du régime. Un triangle d'un soi-disant dialogue entre opposition et régime qui se passe à Moscou. Un mouvement de réconciliation entre le régime et des notables locaux dans la province de Daraa, de Quneitra et de Alep. Dans le cadre de ces réconciliations, l'armée permet aux notables de donner l'amnistie aux combattants locaux, à condition qu'ils déposent leurs armes. Et ce qui complète le triangle, c'est les frappes qui continuent de la part de l'armée, ce qui a poussé les rebelles à demander la trêve, à demander
demander ce cessez-le-feu. Donc, pour l'armée syrienne, s'il n'y a pas une intervention de l'extérieur, et la Turquie est en train de faire pression sur l'Arabie saoudite et sur les États-Unis, d'essayer à nouveau de changer la donne sur le terrain. Ce qui est très important, c'est que les Saoudiens, qui étaient un allié automatique des rebelles, suite au changement qui a eu lieu après le décès du roi saoudien, sont en train de recalculer la situation et leur compte en Syrie. On sait que Bandar Ben Sultan, qui était l'ancien ambassadeur de l'Arabie saoudite et l'ancien chef de service secret des renseignements saoudiens, qui était le chef de cette intervention saoudienne en Syrie, a été écarté de ses positions en Arabie saoudite. Donc ce boulevard des dirigeants saoudiens qui étaient en faveur de l'intervention militaire dans les affaires syriennes a été écarté du centre de la prise des décisions en Arabie saoudite. Un enthousiasme très modeste de la part de la communauté internationale d'intervenir militairement en Syrie, ce qui rend la possibilité de Bachar Assad. C'est vrai ce que Jacques Néry a dit, la guerre est loin d'être terminée, mais sur le plan stratégique, il y a une donnée qui est incontestable à mon avis. Bachar Assad reste avec nous pour longtemps. Ouais. Alors, on parle un peu de l'Irak. Aussi longtemps qu'il ne sera pas assassiné. Écoutez, la semaine dernière, le palais présidentiel a été bombardé, on ne sait jamais. Ouais. Alors, un obus par hasard pourrait tomber dans son bureau. Ça se passe. C'est vrai que c'est envisageable, c'est un pays on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut pas jurer On dit un mot de l'Irak aussi, parce que là aussi, les choses bougent. On a vu aujourd'hui que les Kurdes ont repoussé encore une tentative de l'État islamique. C'est intéressant parce que l'attaque s'est faite à presque, je dirais, au sud-ouest d'Erbil, donc de la capitale kurde, et à 50-60 km. Donc ils ont essayé de reprendre, je dirais, du terrain. C'était au début de la campagne, je vous rappelle, en août, les djihadistes avaient essayé de prendre des positions près de la capitale kurde et essayer de menacer la capitale kurde. Ce qui s'est passé, ils ont envoyé plusieurs voitures piégées pour essayer de faire sauter les obstacles kurdes, et malheureusement pour eux, les Kurdes s'étaient préparés à cette éventualité, et ils ont creusé de grands canaux et pour endiguer de possibles attaques de voitures piégées, et les voitures piégées tout simplement sont tombées dans de petits ravins qui ont été préparés par les Kurdes, ce qui a permis aux Kurdes naturellement de contre-attaquer. Je ne pense pas que le salut de l'État islamique viendra du côté kurde, loin de là. Bien au contraire, je dirais, le territoire kurde est en train de s'élargir, est en train de menacer, je dirais, avec d'autres milices, l'enclave de Mossoul. Si jamais Mossoul tombe, les choses vont changer dramatiquement pour l'État islamique sur place. C'est pour cette raison d'ailleurs que El-Baghdadi est en train de menacer et de choisir d'autres cibles. Et il faut faire attention, les autres cibles ont été choisies, elles sont déjà très claires et déclarées. Un, c'est l'Italie, et deux, c'est l'Algérie. Donc l'État islamique vise très clairement le Rome. Et naturellement et l'Europe. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, il y a un branle-bas de combat. En Europe, les Européens sont réveillés, les Italiens se sont réveillés à ce cauchemar de l'autre côté de la Méditerranée qui les menace. Les Égyptiens sont en train de pousser le Conseil de sécurité avec les Jordaniens d'adopter une résolution avec des incisives pour essayer de justifier une attaque militaire contre les djihadistes en Libye, une intervention militaire en Libye. Et nous sommes, je dirais, aujourd'hui devant ce chapitre-là. Ce chapitre, il y a un chapitre en Libye, un autre chapitre au Yémen, et naturellement la Syrie et l'Irak qui ne changent pas. Un mot justement, aujourd'hui, les médias italiens, des journaux qui ont pignon sur rue, la Stampa notamment, disent que des forces spéciales égyptiennes ont mené des opérations à Derna, donc la ville qui a été bombardée. C'est plausible d'imaginer des forces spéciales égyptiennes à Derna aujourd'hui? Oui, très plausible. À mon avis, l'Égypte ne va pas confirmer ces opérations, à moins que pour des raisons politiques, le général Sisi sera obligé à
à essayer d'apaiser la colère populaire et de confirmer que des forces spéciales égyptiennes sont en train d'opérer au Libye. Ce qu'on entend aussi que ces mêmes unités spéciales dans la région de l'exécution de ces chrétiens libyens n'ont pas trouvé les corps des chrétiens exécutés. Apparemment, soit ils étaient jetés à la mer, soit tout ce film n'a pas eu lieu dans la région que tout le monde a pensé. Il y a beaucoup de mystères autour de cette vidéo. Hein. Écoutez, oui, il y a beaucoup de mystères, mais aujourd'hui, on n'a plus de renseignements sur les perpétreurs de cette horreur-là. On sait que c'est un groupe à majorité d'Égyptiens. Ils ont été choisis à cause de leur haute stature, des colosses en quelque sorte, on le voit dans la vidéo. Et parmi eux, il y a des Pakistanais qui ont été reconnus à la façon de se faire appeler des noms. Ils sont venus avec des listes déjà préparées, sans doute des sources leur avaient communiqué des noms. C'était tous des travailleurs égyptiens qui travaillaient pour envoyer de l'argent pour leur famille en Égypte. Et ils ont choisi ils ont rassemblé les gens sur place et ils ont appelé par nom. Les gens qui ont répondu se sont retrouvés avec eux. Et c'est de cette façon qu'on a su en fait que quelques Égyptiens ont réussi à fuir des Coptes et à raconter l'histoire. Le trajet de Derna à la frontière égyptienne coûte 35 dinars généralement. Alors ils ont été chargés 450 dinars par tête pour essayer de fuir la Libye. Je dirais que le terrain est tout simplement préparé aujourd'hui à une intervention militaire égyptienne. Et naturellement, les Égyptiens auraient voulu que ça soit sous l'égide onusienne, qui peut-être sera là. La réaction américaine sera intéressante de voir, parce que les Américains à l'époque avaient... Qui n'auraient pas été prévenus d'ailleurs. Washington n'a pas été prévenu. Mais de l'autre côté, Washington n'a pas donné d'infos sur le terrain. Donc l'important de savoir si Washington va regarder de l'autre côté, va ignorer cela, comme elle l'a fait avec l'intervention à l'époque de l'OTAN et de la France en Libye, qui est à la base de la désintégration de l'État libyen. Est-ce que la chose sera pareille avec les Américains concernant les Égyptiens? On verra bien. La position américaine sera sans doute intéressante si on prend en compte deux éléments qui ont eu lieu récemment. L'hospitalité très chaleureuse dans laquelle le président russe Poutine a été accueilli en Égypte, et l'accueil pas moins chaleureux d'une délégation très proche des frères musulmans par les États. J'avais pensé que vous alliez dire ça en premier lieu. C'était effectivement quelque chose d'inacceptable pour les Égyptiens. Inacceptable, une délégation qui est d'ex-frères musulmans, et naturellement, c'est soi-disant, on les invite pour un séminaire idéologique, un séminaire sur le Moyen-Orient. Et le cauchemar des Égyptiens, c'est que le soutien des Américains aux frères musulmans dans le début des années 2000, 2-3 ans après les attaques de septembre 2011, a commencé par des séminaires qui ont eu lieu aux États-Unis, financés par le Qatar. Le mouvement du 6 avril, l'opposition égyptienne, a été fondé aux États-Unis dans le cadre de ces séminaires. L'ambassadeur américain au Caire a rencontré, d'une façon qui a énervé le président égyptien, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, a rencontré plusieurs dirigeants des frères musulmans dans les prisons. Et Abdel Fattah Sisi est en train de voir ce cauchemar qui risque de se répéter. Que les États-Unis et les frères musulmans réentament un dialogue qui peut aboutir à ce que les États-Unis imposent la participation des frères musulmans dans la vie politique en Égypte, les mêmes frères musulmans qui ont été qualifiés de mouvements terroristes par la justice égyptienne. Ce qui est clair, c'est surtout après les dires du pape, concernant que ces chrétiens ont été tués uniquement parce qu'ils étaient chrétiens. Je pense que l'Europe est en train de se réveiller à un autre jour. Elle a compris finalement qu'il y a quelque chose qui la menace. Et si jamais militairement, on n'est pas obligé d'intervenir sur le sol, vraiment, parce que les distances entre je dirais, la Sicile et la Libye, entre Malte et entre l'Italie et la Libye est tellement minime qu'une intervention aérienne ou même de la marine italienne est possible sans devoir engager des troupes sur le sol.
Alors justement, on parlait de ce qui se passait donc en Libye, mais aussi en Irak tout à l'heure, avec l'État islamique qui est combattu par les Kurdes, mais aussi par des milices chrétiennes qui sont renforcées, et ça c'est peut-être aussi une manière indirecte pour les Américains de s'engager, par d'anciens soldats américains qui viennent de leur propre chef combattre l'État islamique aux côtés de ces milices. Maxime Pérez. Piercing sous la lèvre et tatouage sur le bras. Le jeune combattant américain ne passe pas inaperçu dans la ville chrétienne d'Al-Kouch. Nous sommes dans les zones montagneuses du nord de l'Irak. Après avoir servi l'armée américaine entre 2006 et 2007, celui qui se fait appeler Brett y est de retour, cette fois comme volontaire pour soutenir une milice chrétienne. Elle a été baptisée Dwer Nawashka. Composé d'une centaine d'hommes, son groupe a été formé dans le but de défendre les chrétiens d'Irak des persécutions de l'organisation Daesh. Brett, 28 ans, incarne un mouvement émergent d'occidentaux qui abandonnent tout pour venir défendre les Assyriens, l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Je ne peux pas rester à la maison et regarder de loin ce qui se passe ici. Les atrocités, les crucifixions, les viols, l'esclavage sexuel, les gens en train d'être chassés de leur ville. C'est inacceptable. Alors je suis venu ici pour faire de mon mieux, pour reprendre ces villes et faire en sorte que les gens retournent chez eux. Brett est un peu chez lui en Irak. Ici, dans le marché du village, il emmène une nouvelle recrue se procurer des armes et plusieurs accessoires utiles pour les combats. Les deux hommes sont connaisseurs et c'est avec un œil d'expert qu'ils manipulent les différents viseurs proposés par ce magasin. Une fois le panier à provisions rempli, c'est en dollars que se fait le règlement. En Irak, le célèbre billet vert fait plutôt le bonheur des commerçants. Je ne suis pas payé du tout. Je suis nourri, armé, mais je paye le prix de tout l'équipement dont j'ai besoin avec mes économies. C'est l'argent que j'ai mis de côté moi-même pour ça, parce que je crois énormément à cette cause. Je suis désormais prêt à tout sacrifier. Ces volontaires américains, véritables cow-boys des temps modernes, combattent sous commandement kurde. Jusqu'ici, aucun djihadiste n'a mis les pieds à Al-Kouch, mais la population avait fui au mois d'août dernier, quand l'État islamique s'était emparé de plusieurs villages environnants. Voilà, c'est important, c'est symbolique. Et avec ça, vous n'allez pas gagner la guerre. Non, bien sûr, mais mais c'est symbolique, tout simplement. Il faut se rappeler aussi d'écouter dans les critiques qu'il y a contre les États-Unis. Il paraît, je ne saurais pas confirmer cela, que les États-Unis n'ont même pas livré une balle aux Kurdes. Donc, imaginez, c'est une situation, je dirais, impossible à comprendre. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. D'où la présence de certains Américains. Naturellement. Alors, ceux-là, naturellement, seront très vite mis sur la liste de la FBI. Ils seront naturellement dans la même liste de gens qui sont attendus à leur retour aux États-Unis. Moi, je pense que le nombre des volontaires américains dans les rangs de l'État islamique sont beaucoup plus, il est beaucoup plus nombreux et important que le nombre de ces volontaires. Il semblerait que le commandant du groupe qui a égorgé les 21 Égyptiens était une ex-marine américaine qui avait converti à l'islam. Donc une femme aurait mené cette opération. Tout à fait. Dans la vidéo que l'on voit effectivement. Merci beaucoup Jacques Neria, merci Ali Waked. Voilà donc pour cette situation qui évolue évidemment chaque jour en ce moment. Donc et peut-être ce soir une nouvelle décision attendue à New York, résolution peut-être donc du Conseil de sécurité de l'ONU à propos de la Libye, convoquée donc à la demande de l'Égypte qui a dépêché là-bas son ministre des Affaires étrangères. On parlera dans un instant de la situation en Ukraine aussi, autre point chaud en Europe cette fois, où là aussi un cessez-le-feu qui avait théoriquement été conclu ne semble pas respecté du tout sur le terrain. On verra ce qu'il en est exactement. On revient donc dans un instant, juste après une pause. A tout de suite, merci à vous. La bataille d'Alep en Syrie, les forces d'Assad ont lancé une vaste offensive pour reprendre le contrôle de cette ville coupée en deux depuis 3 ans. Au moins 170 morts de part et d'autre, un cessez-le-feu possible dans les heures qui viennent. L'Ukraine et l'armée de Kiev qui s'est retirée de la ville de Debaltsev dans l'Est après avoir été encerclée par les pro-russes. L'Europe demande ce soir aux rebelles et à Moscou de respecter l'accord conclu à Minsk. Et puis une découverte exceptionnelle dans le nord d'Israël, un trésor de milliers de pièces d'or repêchées au fond de la mer. C'est peut-être le plus important jamais retrouvé.
L'armée ukrainienne a donc dû se retirer de la ville stratégique de Debaltsev dans l'Est après s'être retrouvée encerclée par les rebelles pro-russes. L'application de l'accord de Minsk est donc remise en cause, à tel point que les chefs d'État qui l'ont signé, dont la France et l'Allemagne, ont choisi de se reparler aujourd'hui pour faire le point d'une situation loin d'être apaisée. Leslie Rezoug. Un revers cuisant pour Kiev, 3 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu arraché à Minsk entre les dirigeants allemands, français, russes et ukrainiens. Les rebelles sont entrés dans Debaltsev, une ville stratégique, théâtre de combats violents et que les troupes ukrainiennes ont finalement dû abandonner. Encerclés par les séparatistes, les soldats de Kiev se retirent progressivement. Sur les routes, des colonnes de chars s'éloignent du centre-ville. Les forces armées ukrainiennes ont entrepris aujourd'hui un retrait organisé des unités impliquées dans l'opération antiterroriste de la ville de Debaltseve. Actuellement, près de 80% des unités ukrainiennes ont quitté ce secteur et cette opération sera achevée prochainement. Car les séparatistes semblent plus déterminés que jamais. Munitions, armes à feu, ils sont prêts à combattre pour gagner cette ville essentielle qui leur permettrait d'obtenir une continuité territoriale entre les deux fiefs de la rébellion, Donetsk et Lugansk, et de sceller définitivement la partition de l'Est. Si Petro Porochenko, le président ukrainien, réclame plus que jamais l'aide occidentale, la Russie réfute quant à elle toute implication dans la crise actuelle. Le président ukrainien a déclaré à Minsk le 11 février qu'il n'y avait pas de problème à Debaltseve. Eh bien, nos nouvelles tentatives de discuter de cette question afin de parvenir à une entente et de trouver une solution à ce problème sont un échec. Nous soupçonnons depuis longtemps cet encerclement. La ligne de cessez-le-feu est au-delà de Debaltseve et cette ligne est contrôlée par les rebelles. Si selon les rebelles, Debaltsev ne faisait pas partie de l'accord de Minsk, les représentants occidentaux dénoncent quant à eux une opération militaire néfaste pour les espoirs de paix. Mais pour les partisans de Moscou, peu importe les critiques européennes, la prise de Debaltsev représente un atout majeur dans leur stratégie militaire, leur faisant gagner encore un peu plus de territoire dans l'est du pays. Au Nigeria, Boko Haram, le groupe islamiste, menace de tout faire pour empêcher la tenue du scrutin présidentiel prévu dans quelques jours. Des combats se poursuivent également dans les zones frontalières avec le Cameroun et le Niger où les victimes se comptent par dizaines. Joseph Emmanuel. Le leader de Boko Haram promet d'empêcher la tenue des élections au Nigeria. Une déclaration qui fait suite à 2 attentats suicides dans le nord-est du pays. Des attaques qui ont fait une 40aine de morts. Nous voulons dire que cette élection que vous voulez mener ne se déroulera pas en paix, même si nous devons le payer de nos vies. Allah ne va jamais vous permettre de tenir cette élection. Le leader islamiste a également revendiqué l'attaque du week-end dernier contre Gombe, capitale régionale du Nord-Est. Le Niger n'est pas non plus épargné par les attaques de la secte. Des milliers de personnes ont manifesté leur colère suite aux nombreux assauts qui ne faiblissent pas dans la région du lac Tchad. Le Premier ministre faisait partie des manifestants. Les Nigériens se sont mis ensemble, se mettent ensemble pour dire non à Boko Haram, pour dire qu'on n'accepte plus que Boko Haram soit quelque chose qui existe sur cette terre et qui nous empêche de vivre et qui nous empêche de nous épanouir. Des déclarations soutenues par le peuple. Boko Haram ne me fait pas peur parce qu'aujourd'hui, quand on me donne une arme, je suis prêt à combattre contre eux. Les gens ont peur, mais en même temps, les gens ont confiance en leur armée. Nous avons confiance à nos forces de défense et de sécurité et c'est pour ça qu'on est là, pour leur apporter notre soutien. Déclaration du président du Niger également, et les mots sont directs. Nos forces de défense et de sécurité ont donc la volonté de se battre. Le Niger sera le tombeau de Boko Haram. Lundi, les pays d'Afrique centrale se sont réunis à Yaoundé pour élaborer une stratégie de lutte commune. Un montant de 75 millions ainsi que des soutiens en équipement militaire seront fournis aux pays qui combattent Boko Haram. Voilà, et ce soir, on apprend qu'au Niger, justement, une bombe larguée sur un village par un avion non identifié a fait au moins 36 morts, 27 blessés, toujours donc dans cette zone troublée par les islamistes de Boko Haram.
isolé entre Israël et l'Égypte. Le Hamas chercherait à étendre son influence auprès de réfugiés palestiniens présents en Syrie et au Liban. C'est une information qu'il faut, semble-t-il, prendre au sérieux. En tout cas, on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Cyril Amar. Bonsoir. Bonsoir, peut-on imaginer effectivement que le Hamas puisse attaquer d'Israël non plus de Gaza, mais depuis le nord? Mais c'est une information qu'il faut prendre très au sérieux puisqu'elle émane d'un journal qui est connu justement pour son sérieux. Il s'agit du quotidien panarabe Al-Hayat et qui nous dit que le Hamas a non seulement l'intention d'attaquer Israël par le nord, mais qu'il a l'intention de s'installer durablement au Liban Sud pour, le jour venu, ouvrir un nouveau front en cas de confrontation militaire avec Israël. Alors Jean-Charles, on est le 4 février dernier, on est dans la bande de Gaza en pleine conférence politique et c'est cet homme que vous allez découvrir à l'écran. Il s'appelle Mahmoud Azhar, c'est un haut dirigeant politique du Hamas et du haut de la tribune, il appelle le Liban et la Syrie à héberger des milices armées du Hamas au sein de leur propre camp de réfugiés palestiniens sur leur sol et des milices armées qui seraient placées directement sous le commandement des célèbres brigades Ezzedine al-Qassem, à savoir la branche armée militaire du Hamas. Alors y a-t-il danger pour Israël ? Alors effectivement, on peut imaginer qu'un double front sud-nord serait effectivement un danger militaire pour Israël. Or, Israël n'est pas véritablement surpris puisque très récemment, le Hamas a lui-même reconnu avoir lancé depuis le territoire libanais plusieurs roquettes sur la Galilée israélienne pendant l'opération Bordure protectrice de cet été. Alors on sait également que le Liban, évidemment, c'est le territoire revendiqué par le Hezbollah. Comment justement la milice chiite voit-elle l'arrivée possible du Hamas ? Alors on sait effectivement que depuis 2013, les deux organisations sont un peu brouillées, que les relations ne sont pas au beau fixe. Le Hezbollah chiite qui prête main forte au régime d'Assad, et puis le Hamas sunnite qui lui critique très vertement quand même la répression brutale du régime syrien face à la rébellion sunnite. Mais depuis la fin de la guerre de Gaza cet été, les deux organisations tentent de se rapprocher. Rappelons quand même que ce sont deux vieux alliés qui, avec l'Iran, forment ce que l'on a appelé l'axe de la résistance face à Israël. Dernier événement marquant en date, Mohamed Def, le chef militaire du Hamas, a adressé un courrier à Hassan Nasrallah, le chef spirituel du Hezbollah, pour lui proposer d'unifier leur résistance. Alors il faut aussi préciser, Cyril, qu'évidemment ce rapprochement avec le Hezbollah, c'est une question de survie pour le Hamas. Absolument, Jean-Charles, puisque le Hamas n'a jamais été aussi affaibli sur le plan de ses alliances régionales, traqué par Israël, traqué par l'Égypte d'Al-Sisi depuis la chute des frères musulmans, les alliés du Hamas, boudé par le Qatar. Il faut rappeler que le Qatar aujourd'hui tente un retour dans le giron du panarabisme après avoir, il faut bien le dire, parié sur le mauvais cheval de l'islam politique. Bref, vous l'aurez compris, ajoutez à cela une économie exsangue, aux abois, les caisses sont vides. Du coup, l'Iran, l'ancien bailleur de fonds du Hamas, redevient un allié de choix. Tenez-vous bien, 180 millions d'euros, c'est l'aide annuelle que fournissait au Hamas Téhéran avant cette brouille. Merci beaucoup Cyril Amar. Conséquence des attentats qui viennent d'avoir lieu à Copenhague, c'est à Oslo. Un jeune musulman de 17 ans fait le buzz. Il a organisé via Facebook une barrière humaine de protection autour de la synagogue de la capitale norvégienne. Et ce pour l'office de Shabbat qui doit avoir lieu samedi. Il aurait reçu plus de 800 réponses. C'est notre devoir, dit-il, en tant que musulman, de nous mobiliser pour défendre la communauté juive. Et justement, à Copenhague, le procureur a officialisé aujourd'hui l'identité du terroriste auteur des attentats au moment où l'on enterrait l'une des deux victimes. Il s'agit du garde de la synagogue qui a été abattu d'une balle dans la tête. Leslie Rezoug. Ils sont des centaines à affluer ce mercredi vers 14h dans ce cimetière de Copenhague. C'est ici que doit être enterré Dan Uzan, tombé sous les balles de Omar el-Hussein samedi devant une synagogue. Une foule recueillie dont la chef du gouvernement danois, venue manifester son soutien à la communauté juive du pays. Et parmi eux, beaucoup louent la personnalité et l'engagement de la victime de 37 ans. Tout le monde dans notre communauté connaissait Dan. Il était présent depuis 15-20 ans, aidant à créer un sentiment de sécurité autour des institutions juives. Toujours participant, toujours à apporter sa pierre à l'édifice, donc tout le monde le connaissait. Et il était un exemple à suivre pour toute la communauté. Un hommage solennel. Alors que l'enquête progresse, les services de sécurité danois ont tout d'abord confirmé que Omar el-Hussein était bien l'auteur de la fusillade. Et ils ont donné des détails sur le déroulement exact de l'attaque qui a fait 2 morts et 5 blessés.
Selon la presse suédoise, Omar El Hussein avait d'abord tenté d'entrer dans le centre culturel par d'autres entrées, sans succès. Il avait ensuite tiré 28 coups de fusil contre les personnalités réunies dans le centre culturel. Mais à mesure que l'enquête progresse, les critiques se font de plus en plus nombreuses contre la police et les services de renseignement. Le profil de Omar El Hussein fait d'abord débat. Les autorités auraient été prévenues par les autorités pénitentiaires qu'il représentait une potentielle menace alors qu'il était en prison pour avoir attaqué un jeune homme dans une gare. C'est à ce moment-là qu'il aurait évoqué pour la première fois son envie de partir combattre en Syrie. Un profil dangereux qui relance les interrogations de la communauté juive du pays, qui a notamment déploré dans les colonnes d'un populaire quotidien que la sécurité n'ait pas été renforcée dans les lieux communautaires après l'attentat contre l'Hypercacher à Paris. Dans une vingtaine de minutes, rendez-vous avec notre page spéciale élections en Israël. On évoquera la décision aujourd'hui de la Cour suprême qui autorise finalement 2 candidats à se présenter pour ces élections, dont la très controversée députée Hanan Zouabi qui vient d'être exclue de la Knesset pour apologie du terrorisme. Autre aspect de cette campagne en Israël, l'organisation de meetings multi-partis. Tout cela pour toucher une catégorie particulière de la population, les francophones israéliens qui sont de plus en plus nombreux. Exemple avec ce reportage de Maël Benoliel. À première vue, il s'agit d'une soirée comme une autre dans un des nombreux bars de Tel Aviv. Mais à y regarder de plus près, tous ces jeunes gens participent en fait à un événement électoral plutôt original. Un speed dating politique organisé spécialement pour les nouveaux immigrants. En tout, ils sont plus de 200 à avoir répondu présent. Dispersés autour de cette table, ils voient défiler les candidats des principaux partis en lice pour les prochaines élections législatives. Ces derniers ont 15 minutes montre en main pour présenter le programme de leur parti et se montrer convaincants. Car la politique, c'est aussi et avant tout une histoire de séduction. Je suis très heureux de pouvoir parler personnellement à ces électeurs et faire passer notre message. Je trouve ça super d'être ici. Tout d'abord, c'est un format très rafraîchissant par rapport au traditionnel panel politique, souvent trop long et ennuyeux. Ici, vous avez la possibilité de rencontrer les gens face à face. Pour l'instant, je ne bois que de l'eau et j'essaie de faire part de notre idéologie. Mais c'est vrai que l'environnement ici est relaxant. Une nouvelle façon de faire de la politique pour ces jeunes candidats en campagne, pour la plupart ravis de pouvoir s'adresser aux nouveaux immigrants. Même son cloche du côté des nouveaux venus en Israël. Je suis arrivé en Israël il y a 1 an et demi et cela va être mes premières élections. Vous savez, je viens d'Angleterre et le système là-bas est complètement différent car vous n'avez que 3 grands partis. Ici, il y a plein de petits partis, donc c'est bien de pouvoir comprendre ce qu'ils proposent et avoir les idées plus claires afin de savoir pour qui voter. Moi, je suis arrivée il y a 9 ans, donc j'ai déjà voté ici, mais je n'ai jamais vraiment compris exactement pourquoi je votais. Là, pour la première fois, nous avons l'opportunité en anglais d'avoir les explications pour comprendre de quoi il est vraiment question. Un speed dating politique à mettre au compte de l'association Kol Olé et de son fondateur, Guy Siman. Kol Olé s'est créé car nous nous sommes rendus compte que la plupart des jeunes nouveaux immigrants n'avaient aucune idée de comment fonctionne le système politique israélien. Et nous pensons que ces nouveaux immigrants, qui ont déjà un impact énorme sur la société israélienne, que ce soit sur le plan professionnel, culturel et social, pourraient ainsi avoir un impact politique. Mais le problème, c'est que sans rien connaître du système politique, ils ne peuvent avoir aucun impact dessus. C'était la première fois qu'en Israël se tenait un tel événement, une aubaine pour les nouveaux immigrants présents ici ce soir, d'ordinaire peu considérés en période électorale. On passe à l'économie tout de suite. Et après les révélations fracassantes sur les pratiques de fraude fiscale organisées par la banque HSBC, eh bien la justice se met en marche en Suisse. Plusieurs perquisitions ont eu lieu aujourd'hui au siège de la banque alors qu'une information judiciaire pour blanchiment d'argent a été ouverte. Léa Berdugo. En Suisse, la justice s'attaque à HSBC. Le siège de la banque helvétique a fait l'objet d'une perquisition ce mercredi. Une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé a également été enclenchée contre l'établissement.
Le but de cette enquête est précisément de vérifier si les informations qui ont été rendues publiques sont fondées et s'il y a de facto des reproches qui peuvent être faits soit à la banque, soit à des personnes physiques, que ce soit des collaborateurs ou des clients. Ces informations ont été publiées il y a 10 jours par un consortium de journaux internationaux à l'initiative du quotidien Le Monde. Il a été révélé qu'entre novembre 2006 et mars 2007, des milliards de dollars ont transité sur les comptes de la banque en Suisse. Ces fonds appartenaient à plus de 100 000 clients et 20 000 personnes morales et ils étaient dissimulés derrière des sociétés écrans ou des comptes offshore. L'enquête ouverte par le canton de Genève constitue une première pour la banque suisse car jusqu'alors, cette filiale de la banque britannique HSBC ne faisait l'objet de poursuites que de la part de parquets étrangers. Elle était notamment dans le viseur de la justice en France et en Belgique. Dans une déclaration publiée après la perquisition, HSBC Suisse déclare coopérer de manière continue avec les autorités. Elle s'est justifiée en disant que ces pratiques relevaient du passé. La banque risque une amende considérable et des peines de prison allant jusqu'à 5 ans de réclusion. Alors, direction tout de suite Hong Kong, l'une des places fortes financières et justement de cette banque HSBC qui est liée historiquement à la ville d'Hong Kong avec Lionel Friedfeld qui est en direct depuis donc Hong Kong. Bonsoir Lionel, vous êtes analyste financier. D'abord, est-ce que c'est une surprise de voir la justice suisse maintenant s'intéresser de très près donc, à ce qui a été révélé dans ces affaires ? Alors non, effectivement, il faut repasser dans son contexte, puisque HSBC est depuis en fait lundi au cœur d'un vaste scandale financier, on va dire cette investigation internationale nommée SwissLeaks. En fait, plusieurs médias ont accusé la banque d'avoir fait transiter environ 180 milliards d'euros, c'est considérable, entre novembre 2006 et mars 2007, en fait, sur les comptes de sa filiale en Suisse, pour le compte de clients privés, en fait, pour les éviter de faire payer des impôts dans leurs pays respectifs. Alors effectivement, vous avez mentionné 100 000 clients, 20 000 sociétés offshore, mais c'est principalement des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise, mais également des chefs d'État, que ce soit le roi du Maroc ou le roi de la Jordanie, mais également des stars du showbiz comme Tina Turner. En fait, effectivement, le ministère public, mercredi matin, a fait des perquisitions, a effectivement ouvert une procédure pénale pour blanchiment d'argent contre la banque, mais ce n'est pas la première fois qu'HSBC Private Banking s'attire les foudres des autorités. En 2014, la justice française a déjà condamné la banque, mais également la FCA, qui est l'autorité de conduite financière britannique, qui a également ouvert en fait une enquête. Le directeur général d'ailleurs d'HSBC, Stuart Gulliver, a présenté ses excuses les plus sincères pour pratique de sa filiale suisse, notamment dans la presse britannique, et l'ancien patron de HSBC durant la période incriminée, Stephen Green, a démissionné de l'organisme chargé de promouvoir la place financière de Londres, The City UK. Alors en fait, les répercussions vont être nombreuses sur la banque. Tout d'abord, une amende record, sans doute des régulateurs. On a mentionné la Suisse, l'Angleterre, l'Espagne et la Belgique, mais ça pourrait être également des régulateurs européens. Et cette amende pourrait être chiffrée en milliards de dollars. En fait, c'est toute l'économie en fait, qui pourrait pâtir en fait, de cette amende par rapport à HSBC, parce qu'on sait qu'HSBC est un annonceur, par exemple, dans la presse, dans la télé, les magazines. Et donc, en fait, on assiste à une espèce d'évolution de l'attitude des gouvernements européens qui n'hésitent plus à condamner les pratiques financières de la banque privée. En fait, Jean-Charles, il faut souligner que c'est le métier initial d'une banque privée de faire de l'optimisation fiscale et cela dure depuis des centaines d'années. Donc il faudrait sans doute que les régulateurs mettent fin à cette hypocrisie en proposant notamment une refonte totale du système fiscal européen, notamment une harmonisation en termes de taux d'impôt sur le revenu, le TVA, qui permettrait en fait d'avoir plus de transparence et qui pourrait permettre de réduire l'évasion fiscale. Merci beaucoup pour cette explication. Donc Lionel Friedfeld, analyste financier en direct de Hong Kong. On évoque à présent un scandale qui s'est révélé sur les réseaux sociaux. Scandale de racisme filmé en direct dans le métro de Paris hier, juste avant un match de football. Et cela a son importance puisque le match entre le PSG et Chelsea implique cette fois des supporters de Chelsea. On va en parler avec vous, Rudy Saada. Bonsoir. Parce qu'il y a clairement là une scène de racisme filmée en direct. Oui, ça se passe à peu
peu près 1h30 avant le coup d'envoi donc de ce 8e de finale choc. Et qui dit choc dit supporters. Les supporters de Chelsea étaient dans le métro, ils se rendaient au stade. On est à la station Richelieu-Drouot sur la ligne 9. Regardez bien ce qui va arriver aux passagers qui essayent de rentrer dans le métro, donc bondé de supporters de Chelsea. Voilà, vous l'avez entendu, hein, nous sommes racistes et on aime ça. C'est ce que scandent les supporters de Chelsea en s'en prenant aux voyageurs et donc en lui interdisant de monter dans la rame. Alors la scène a été filmée par un Britannique qui vit et qui travaille à Paris, il s'appelle Paul Nolan. Il a transmis la vidéo au site du Guardian, donc ça a très vite fait beaucoup de bruit sur Internet, comme une traînée de poudre. Ça s'est répandu avec de très nombreuses réactions des deux côtés de la Manche. Par exemple, on peut voir le tweet d'indignation de Gary Lineker, c'est une ex-gloire du football britannique qui parle de comportements déplorables des fans des Blues, qui te qualifie d'écœurant, embarrassant, débile et honteux. Côté officiel aussi, la Ligue anglaise a réagi et l'UEFA a fermement condamné ces agressions. Alors il faut s'attendre à des suites judiciaires? Oui, alors on le pense fortement. Le club de Chelsea, dans un tweet suivi d'un communiqué, a très clairement aussi réagi. Ils disent soutenir toute action pénale contre les personnes impliquées et aussi que le club prendrait les mesures les plus fortes possibles, y compris l'interdiction de stade s'il s'avère que ces personnes sont des abonnés à Chelsea. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence en raison de la race dans un transport collectif et l'enquête a été confiée à une unité spécialisée dans le hooliganisme. Alors côté anglais, Scotland Yard a proposé son aide à la police française car la police anglaise pense que la vidéo qu'on a vue permettrait de voir, d'identifier très clairement les agresseurs puisqu'on voit leur visage donc pour faire progresser l'enquête. Donc c'est une affaire qui a fait grand bruit, qui s'inscrit dans un contexte tendu en France, dans un débat sur le racisme. Le débat sur le racisme est à son paroxysme. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, en parlait cet après-midi aussi à l'Assemblée nationale et David Cameron a aussi réagi sur une radio anglaise en disant que cet acte était extrêmement grave cet après-midi. À suivre donc. Merci Rudy Saada. Et le football continue ce soir avec un match qui retient l'attention en 8e de finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid se déplace à Schalke et le Real ne va plus si bien. Mathieu Tobman. Le Real Madrid part à la reconquête du titre suprême. Les merengues, champions d'Europe en titre, rencontrent ce soir Schalke 04 pour les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Après la décima l'an dernier, l'objectif est clair, remporter immédiatement la 11e C1 de l'histoire du club. Comme je l'ai dit, c'est une motivation extraordinaire pour nous. L'année dernière, nous avions ce rêve de gagner la Ligue des Champions. Cette année, nous avons le même rêve. L'histoire nous dit que ce sera très difficile, voire impossible. Mais nous devons essayer. Impressionnant en début de saison avec une série de 22 victoires consécutives, le Real aborde la rencontre dans des conditions peu optimales. Le Ballon d'Or Cristiano Ronaldo n'a pas marqué depuis 5 rencontres. Sur les 10 derniers matchs depuis la reprise, les Madrilènes ont déjà perdu à 3 reprises pour un match nul. Point d'orgue de cette baisse de régime, la défaite humiliante 4-0 en championnat contre l'Atlético Madrid le 7 février dernier. Bien sûr, tout le monde ne se rappelle que du match contre l'Atlético. Mais ce n'est qu'un match. À propos de notre état de forme, tout le monde sait que nous avons 3 ou 4 joueurs blessés, des joueurs importants qui vont nous manquer. D'un autre côté, nous avons d'autres super joueurs pour les remplacer. Et pour ma part, je me sens bien, je suis en forme. Si Toni Kroos se sent bien, Karim Benzema, lui, est dans une forme étincelante. Le Français est la bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti, comme en témoignent ses 4 buts lors des 5 dernières rencontres, dont une véritable œuvre d'art contre la Real Sociedad. En face, Schalke 04 aborde cette double confrontation comme un outsider. Le 4e de Bundesliga ne prétend pas pouvoir remporter la compétition, mais espère faire bonne figure face aux champions en titre.
Cela va être un test pour voir notre niveau et voir si nous sommes capables de jouer à un niveau international. Bien sûr, le Real est favori sur les 2 matchs, mais je pense que nous avons de l'expérience et nous devons le montrer demain. Schalke 04, Real Madrid, une affiche a priori déséquilibrée. Sûre de ses points forts, la Casablanca a prouvé néanmoins qu'elle n'était plus le rouleau compresseur du début de saison. Une chance qu'entendent bien saisir les Allemands. Et à présent, cette découverte exceptionnelle, un trésor de pièces d'or repêchées tout en bas d'un port en Israël, le port de Césarée. Maël Benoliel. Comme dans les rêves d'enfants, il y a quelques jours, des plongeurs amateurs israéliens ont fait une extraordinaire découverte. En pleine session de plongée dans les fonds marins du port antique de Césarée, ils sont tombés par hasard sur un trésor. Plus de 2000 pièces d'or vieilles d'un millénaire. Une découverte qui constitue le plus grand nombre de pièces d'or jamais mises à jour. On était 6 amis plongeurs à vouloir profiter de la mer avant le début d'une nouvelle tempête annoncée. On voulait faire une session de plongée rapide. Après 10-15 minutes dans l'eau, Svika m'a fait signe de me rapprocher de lui. Et les autres observaient les poissons qui étaient là. Et au moment où je m'approche de lui, je le vois avec une pièce dans la main. Et il y en avait une autre dans le sable. On s'est regardé et là on a compris qu'on avait trouvé quelque chose d'intéressant. On a plongé nos mains dans le sable et on a sorti des centaines de pièces. Ce trésor, le voici, exposé sur la table du directeur de l'unité archéologique maritime de l'autorité israélienne des Antiquités. Amazing. Extraordinaire, c'est magnifique. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant d'or sur ma table ou dans mes mains. Maintenant, je comprends pourquoi les femmes aiment tant cela. Ces pièces, datant de la période fatimide, il y a plus de 1000 ans, proviendraient probablement du naufrage d'un bateau transportant les revenus des impôts destinés au gouverneur central d'Égypte. Tout cet or provient des mines d'or du Maghreb, parce que la dynastie fatimide a commencé là-bas et qu'ils contrôlaient toute la région, du nord de l'Afrique en passant par le Yémen et jusqu'au nord de la Syrie. Et ils avaient une flotte maritime importante. En excellent état, elles n'ont même pas eu besoin d'être nettoyées. Certaines portent même des traces de morsures montrant que leurs propriétaires ont éprouvé leur qualité avec leurs dents. La pureté de cet or est telle que vous avez là 24 carats, soit un or pur à 95%. Cette découverte a été rendue possible grâce au mouvement de fonds marins cet hiver lors des tempêtes. Ces dinars, demi-dinars et quarts de dinars vont désormais faire l'objet d'une recherche poussée de la part de Yaakov et de son équipe. L'archéologue des mers se félicite du comportement de la bande de copains plongeurs, des citoyens modèles selon lui. Nous n'avons pas pensé une seconde que ce trésor devait nous revenir ou de ce que nous pourrions en faire. Nous avons tout de suite prévenu l'autorité des Antiquités. L'excitation de la découverte et le fait de voir que Kobe et son équipe étaient si heureux nous ont suffi pleinement, peu importe la valeur financière éventuelle. C'est précisément de cette plage de Césarée que sont partis les plongeurs qui ont fait cette incroyable découverte. Une découverte essentielle pour les archéologues qui devraient nous en apprendre davantage sur le mode de vie au XIe siècle en Israël. Un trésor qui, selon l'autorité nationale des Antiquités, devrait être exposé au grand public d'ici quelques mois au musée d'Israël de Jérusalem. Voilà, belle histoire donc en Israël, ça se passe du côté de Césarée. Dans un instant, les élections, réalité moins dorée. A tout de suite.